aux États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast BC Podcast. Comme toujours, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager et me dire en commentaire qui est-ce que vous souhaiterez voir avec moi assis discuter un petit moment. Avec moi aujourd'hui, on sort du milieu du basket, mais on reste dans l'artistique, on va dire. Comme vous le savez, je laisse mes invités se présenter. Dany, en quelques mots, qui est l'homme, l'artiste, l'être humain qui est assis avec moi aujourd'hui? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dany, a.k.a. Scornovi, artiste, coproducteur d'Archimusique, cofondateur, pardon, et je dirais altruiste. Altruiste? Ouais. Pourquoi altruiste? Altruiste, je trouve qu'il est important et nécessaire de pouvoir être là pour son prochain, d'une manière ou d'une autre, peu importe les moyens qu'on a, et c'est ce que j'ai toujours fait à travers aussi ma carrière. Ta définition d'artiste, c'est laquelle? Un passionné de quelque chose et le porteur d'une voix que certains n'ont pas. Pour moi, c'est ça un artiste. Certains n'ont pas, et c'est qui ces certains? Je veux dire que peut-être les personnes lambda, j'aime pas utiliser le terme lambda, mais les personnes qui n'ont pas recours au sport ou, je sais pas moi, à la politique ou à l'artistique pour pouvoir s'exprimer à un plus grand public. Moi, je me suis amusé, vous l'aurez compris, Dany. Est-ce que tu as donné ton nom de scène du coup? Oui, Scornovi. Ouais. Scornovi. Et musicien, compositeur, un artiste. On va parler de musique. Enfin, on va essayer de parler un peu moins et comprendre la personne qui a derrière cet artiste-là. Moi, je me suis amusé à chercher et j'ai trouvé quelque chose. Et je voudrais bien que tu me dises qu'est-ce que cela représente ou qu'est-ce que cela veut dire pour toi. Okay. Je lis. J'ai manqué de rien, pourtant j'ai manqué de tout. J'ai manqué de rien, dans le sens que j'ai pas manqué de l'amour d'une mère qui a tout fait pour pouvoir subvenir à mes besoins. D'avoir un entourage sain, des amis sur qui compter, des amis avec qui partager un certain niveau de ma vie, la misère, des fois la passion, la musique, le basket. Tu vois, à peu près les mêmes rêves que j'avais avec ces personnes-là. Et j'ai manqué de tout. J'ai manqué de l'amour d'un père, la présence d'un père. J'ai manqué de moyens, que ce soit au niveau de l'argent, etc. J'ai toujours dû un peu me débrouiller. Et j'ai passé une partie de ma vie seul, face à moi-même, à me débrouiller parce que ma mère devait travailler pour moi, justement. Et mon père qui n'était pas là, justement, j'ai pas eu cette figure paternelle dans ma vie. Je trouve que c'est beaucoup. Quand tu dis j'ai partagé avec ces amis-là la misère, c'est quoi la misère pour toi? Alors, la misère, c'est pas la misère, vraiment la misère, genre SDF ou quoi, mais je pense que ceux qui partageaient les mêmes choses que moi, qui avaient par exemple pas certains moyens, etc., on avait ce truc qui nous réunissait. Et on avait ce sentiment de partage. Par exemple, si un de mes frères, parce que je les considère comme des frères, manquait de quelque chose ou ne pouvait pas manger, etc., il était toujours la bienvenue chez moi. Et vice-versa, j'étais toujours bienvenu chez mes amis, etc. Genre, leurs parents sont comme mes parents. Tu vois, il y a ce truc-là qui faisait une sorte d'unité qui nous a rassemblés. Tu as dit il y avait ce truc qui nous réunissait. Mais c'est quoi? Moi, je veux savoir c'est quoi ce truc. Comme je l'ai évoqué avant, il y avait la passion de la musique. Que de la musique? Non, il y avait la musique, il y avait le basket, parce qu'à un moment j'ai fait du basket, pendant un long moment même dans ma jeunesse. Le foot, j'avais aussi le fait d'être de jeune, fils d'immigrés, première génération, tu vois, des Congolais, des Ivoiriens, des Angolais. Ici? Je suis né ici, ouais. Okay. Donc tu as eu la chance de naître ici? J'ai eu cette chance, oui. Tu es originaire de quel pays? Congo. Du Congo. Tu retournes là-bas de temps en temps ou pas? Je suis retourné il y a 2 ans. Et avant ça faisait 19 ans que je n'étais pas retourné. C'est quoi la différence, la première différence que tu as remarquée? Déjà de vivre l'expérience de manière consciente. Tu sais, quand tu es jeune, tu vois plein de choses, mais tu conscientises pas ce que tu vois. Tu vois, tu as juste des flashs. J'avais juste des flashs de quand j'étais plus jeune. Mais là, en pleine conscience,
quand tu réalises la pauvreté, quand tu réalises la chance que tu as d'être en Europe, quand tu réalises les choses que tu ne mets pas en place, justement, pour peut-être ton avenir et ta descendance, si après tu décides, enfin, si tu as des enfants, etc., il y a une prise de conscience qui est différente. Et tu apprécies beaucoup plus ce que tu as, et même ce que tu n'as pas, au final. Ça te permet de te concentrer sur l'instant présent, je trouve. Plus que quand tu te fais une idée de quelque chose et qu'après, ben, tu es obstiné, tu as cette obsession avec cette chose-là. Par exemple, d'être trop focalisé sur l'avenir. Tu vois, de se dire, voilà, j'ai pas eu ça, donc je veux que ça. Je veux avoir tout l'argent du monde. Je veux être bien. Je veux mettre toute ma famille bien, etc. Et tu n'es jamais focalisé sur ce que tu as à l'instant T. Tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qu'on néglige indirectement parce qu'on passe beaucoup de temps dans la planification. Tu vois. Si tu avais le choix de décider de grandir dans ton pays d'origine ou de grandir ici en Suisse, tu choisirais quoi? Tu as mentionné le fait que oui, on a de la chance d'être en Europe. À titre personnel, je pense que je suis arrivé en Suisse quand j'avais 11 ans. Je pense que malgré tout ce que j'ai pu faire ici, ce que je suis en train de faire, je déciderais de grandir en République dominicaine. Ok. Parce que c'est ce qui... J'ai eu la chance de vivre 11 ans là-bas parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre vraiment d'où je viens. Et c'est ce qui a fait que par la suite, ici en Suisse, j'ai pu me développer d'une autre manière. C'est peut-être difficile à comprendre comme ça, mais... Non, bien sûr, je capte totalement. Tu ferais quoi? Franchement, je ne sais pas si je choisirais l'un ou l'autre. Parce que dans tous les cas, il y a quelque chose que tu dois tirer de tout ça. Du pays où tu es né, etc. Tu vois, par exemple, en Suisse, j'ai certes eu le confort, mais ma vie n'a jamais été, à proprement dit, confortable. J'ai beaucoup déménagé, j'ai connu les expulsions. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à une période de ma vie où j'avais beaucoup de mal à parler de mes problèmes, je me suis retrouvé seul dans la rue pendant un long moment. Mes proches, vraiment, mon meilleur ami, Gaël, à qui je passe le shout-out, même quand je lui ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a des moments où j'allais à l'aéroport parce qu'il faisait froid, je devais rester jusqu'à 4h du matin, mais à 4h du matin, j'avais des potes à moi qui travaillaient là-bas, donc il ne fallait pas qu'ils me voient, donc je devais fuir. Tu vois, genre, comment on arrive à cette situation-là alors que tu avais ta maman ici avec toi? Alors justement, ma mère, elle n'était pas là à ce moment-là. Ta maman n'était pas là. À ce moment-là, elle n'était pas là. Je sors d'apprentissage. T'as fini ton apprentissage? J'ai fini mon apprentissage ici. J'ai eu mon CFC dans la vente. Je pense qu'il y a une partie de moi qui avait ce rêve d'enfant complètement fou de réussir dans la musique. Tu vois, mais en étant en Suisse, il y a des réalités que je n'ai pas forcément pris en compte. Donc, il y a une partie, c'est clairement moi et mes choix qui m'ont mené à là où je me suis retrouvé. Tu vois, ce qui m'a permis aussi de prendre conscience et de réaliser tout est une question d'équilibre, en vrai de vrai, tu vois. Mais pour trouver ça, c'était compliqué parce que j'avais aussi beaucoup de traumas. Tu vois, du fait que j'ai grandi, justement, j'avais pas forcément les moyens d'être bien. J'avais pas forcément mes parents qui étaient présents pour me dire quoi faire, comment le faire, pour tout ce qui est administration, etc. Tu vois. Comme j'ai dit, j'étais souvent face à moi-même. Ce qui fait que tu te retrouves dans cette situation où demander de l'aide, c'est difficile. Tu vois, même s'il y a plein d'aides en soi. Mais je te parle d'aide, de pouvoir te livrer, parler avec tes frères, dire que voilà, là, ça va pas. Mais sur tes potes, enfin... parce que je réfléchis un petit peu. Au début, tu as dit voilà, que j'ai galéré avec mes frères. La porte leur était ouverte et vice-versa. Et à cette étape-là de ta vie, quand des fois, tu dors dehors, tu dors à l'aéroport, tu dois partir parce que tu as tes potes qui vont travailler à l'endroit où tu dors. De ouf. Qui t'aide à ce moment-là? Ils sont où ces potes? Moi, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, comme j'avais pas envie de parler, j'avais honte. J'avais tellement honte de demander de l'aide, j'avais tellement honte de parler de ma situation. J'avais tellement honte du fait que parce qu'au final, on a mes potes là, nos parents, ils se connaissent, etc. Qu'est-ce que leurs parents diraient? Qu'est-ce qu'ils penseraient de ma mère à ce moment-là? Alors qu'elle n'a rien à voir avec ça. Elle est partie, elle avait ses trucs. Généralement, nos problèmes, on les règle entre nous. Tu vois? Et en fait, j'étais tellement dans le mental, tellement dans comment les gens me perçoivent,
que je me suis empêché justement d'aller demander de l'aide quand j'en avais le plus besoin. Tu vois ce que je veux dire? Tu regrettes ça? Tu te dis maintenant avec du recul et qu'on grandit, Oui, j'aurais dû taper à une porte. clairement. Clairement, parce qu'au final, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que tu peux traverser, tu vois, et surtout que quand j'estime avoir des amis relativement euh, bons, justes, avec qui j'ai une relation pure, tu vois, je pense que c'est important de pouvoir en parler et de pouvoir d'être aidé sans jugement, tu vois. Et je pense que j'avais peut-être peur aussi du jugement des autres. Trop peur même, je dirais. Je vois pas la vie en couleur, l'homme de couleur m'a condamné. Ouais. Bah, pour moi, tu sais, on est dans un... J'estime qu'on est dans un pays où le racisme, il est très... comment dire? Il est très discret, tu vois. Et pour moi, l'homme de couleur, c'est pas forcément les hommes de couleur. Tu vois, pour moi, les hommes de couleur sont les personnes blanches, par exemple, qui nous constamment nous rappellent qu'on n'est pas forcément la bienvenue, que ce soit à travers des regards, que ce soit à travers des postulations de travail, dépendamment du nom de famille que tu peux porter. Il y a déjà ce truc qui peut jouer en ta défaveur, tu vois. Et les gens, ils réalisent pas, mais c'est des choses qu'on vit tous les jours. Que ce soit dans le bus, c'est tout con, mais je pense qu'on a déjà tous vécu un moment où, par exemple, t'es dans le bus, t'es dans une place à 4. Tu t'assois et les gens se Tu lèvent. t'assois et le bus, il est bondé de ouf, tu vois. Et les personnes t'évitent comme si t'avais la peste ou j'en sais rien, tu vois. Ça, c'est des trucs minimes. Mais à la longue, ça peut être pesant, tu vois. Comment réagir par rapport à ça? Moi, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, je peux plus réagir. Parce qu'au final, qu'est-ce que ça change? Est-ce que mon but, c'est de devoir forcer les gens à m'accepter? Ou bien, est-ce que c'est à moi de me dire, ben voilà, il en est ce qu'il en est, et puis de toute façon, ça change rien à ma vie, je continue de vivre, tu vois. C'est pas... Est-ce qu'en tant qu'homme de couleur qu'on est, c'est pas de notre devoir de quand même, à notre niveau, essayer de faire ce qu'on peut faire? Parce que je me dis, si on n'agit pas, on autorise et quelque part, on valide ce qui se passe. Alors, je dirais oui et non. Après, c'est vraiment à des niveaux. Tu vois, par exemple, si eux, leur avis, c'est de se dire, ah, c'est juste que c'est un noir, nanana, je vais pas me poser à côté de lui ou j'en sais rien, c'est leur problème. Pour moi, c'est leur problème. J'ai pas vraiment envie de changer quoi que ce soit. Par contre, pour ce qui est du travail ou pour ce qui est du savoir-vivre, je dis pas qu'il faut se laisser marcher dessus. Je dis pas qu'on doit avoir des réactions trop violentes. Mais je dis que voilà, il faut savoir imposer son respect quand c'est nécessaire. Il y a des choses, des fois, qui en valent pas la peine. Et puis, ben, voilà, les gens, ils sont ignorants. Et tant pis pour eux, en fait. Je suis pas le sauveur du monde, malheureusement, tu vois. Donc voilà, et c'est aussi un moyen aussi de nous pouvoir se protéger un maximum. Parce que sinon, on se prend la tête tout le temps. Des ignorants, il y en aura toujours. Des idiots, il y en aura toujours, quoi. Partout où j'irai, je me sentirai à la maison. Parce qu'au final, on est tous des enfants du monde. Hein. Tu te sens à la maison ici, en Suisse? Oui, quand même d'une manière. Après, d'une autre, non. Mais je me sens quand même plus à la maison en Suisse. Ben, j'ai tout fait ici, mes débuts dans la musique. Ma première fois, je suis parti aux États-Unis pour le basket. Tout part d'ici, tu vois. Ma passion, elle est partie d'ici, tu vois, pour le basket, pour la musique. Au début, tu as dit, quand je t'ai posé la question, est-ce que tu te sens à la maison ici en Suisse? Tu as dit on partit. Oui, en partie. Donc, à une partie qui ne se sont pas à la maison. Exactement, mais ça, c'est au-delà de... C'est par rapport à comment les gens ou la société me fait sentir. C'est la seule raison pour laquelle je me sens pas totalement à la maison. Mais c'est pour ça que j'ai aussi dit que, ben, au final, toutes les autres bonnes choses que j'ai eues et que j'ai vécues ici, ben, c'est ça qui me fait sentir comme si je suis à la maison. Et comme partout ailleurs dans le monde. Par exemple, je suis parti aux États-Unis. J'ai fait 3 ans à New York. J'ai pas connu tous les beaux coins de New York, etc. Mais là où j'ai été, ben, je me sens totalement à la maison. Je suis pas dépaysé, genre, tu vois. Parce qu'il y a... je sais pas comment t'expliquer, mais
Tu sais, quand des fois, tu as l'impression d'être guidé, d'être toujours à ta place, tu vois. Il n'y a pas d'hasard. Et c'est ça qui me fait que je me sens toujours à la maison. Récemment, je suis parti au Brésil. Et genre, alors, je découvrais un pays, mais je me sentais à la maison. Tout l'amour qu'on me donnait, j'avais l'impression d'être à la maison. Tu vois. Comment on s'en sort de une période aussi compliquée que celle que tu as vécue, où tu me dis, à des moments, je dormais dehors, je ne savais pas quoi faire, j'étais quelque part, en quelque sorte, perdu. Comment on relève la tête en tant qu'homme de couleur? Je dis ça doit être un peu plus difficile, même si évidemment que tout le monde traverse des périodes compliquées. Exactement. Ici à Lausanne, on passe à la riponne, on va trouver des gens dans des états juste, des états incroyables, qui ont peut-être rien demandé, d'autres qui ont contribué à être dans cet état-là. Mais je me dis que peut-être aussi, en étant noir, simplement, vous m'excusez le terme, ça doit être aussi très compliqué. Alors ouais, c'est compliqué, mais je pense que ce qui m'a permis de, en tout cas, sortir la tête de l'eau, c'est de faire un travail sur moi et de reconnaître certaines choses que je n'arrivais pas à reconnaître avant. Comme par exemple, le fait de me dire qu'en grandissant d'un état enfant jusqu'à adulte, et qu'il y a des choses que je n'ai jamais verbalisées, par exemple l'absence d'un père dans ma vie, l'absence de ma mère en partie, dans le sens sur le fait de m'aiguiller sur certaines choses à faire, etc. Ben ça peut empiéter sur pas mal de choses. Ça a pu empiéter sur, par exemple, mes relations amicales, mes relations amoureuses, tu vois. Le fait de dire que voilà, un garçon, ça doit être fort, il faut machin, il faut toujours avoir la tête haute, il faut jamais parler de tes histoires, ça va passer, nanana, porter toujours le poids du monde, alors que on a tous le choix, en vrai, tu vois. On peut totalement refuser, comme on peut l'accepter, mais ça a aussi des conséquences. Chaque action a une conséquence, tu vois. Donc du coup, j'ai dû reconnaître ça, j'ai dû pardonner des choses que j'ai laissé se produire, qui étaient aussi hors de mon contrôle. Par exemple, des gens qui viennent dans ta vie, qui essaient de te conseiller par rapport à certaines choses, mais qui essaient de te dévier aussi de là où tu veux aller, tu vois. Parce que tu as cette peur du regard des gens. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, tu vois, de comment mes pères me percevaient. Et je pense que ça touche tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Après, tu as des gens qui ont peut-être un peu plus de discernement beaucoup plus rapidement et qui savent s'en détacher, tu vois. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec ça. Tu veux toujours plaire un peu aux gens, etc., etc. Mais il y a une partie de toi aussi qui est un peu réservée, qui te laisse pas, qui te permet pas de pouvoir totalement être toi-même. Parce que, ben, il y a les normes de société, il y a comment, dans ta communauté, les hommes sont censés être, comment tes amis te perçoivent, ce qui est cool, etc., etc. Et j'ai dû désapprendre tout ça, tu vois, pour réapprendre et me renouveler et peut-être même me retrouver, tu vois. Comment on devient soi-même? En s'acceptant comme on est, avec nos défauts, nos qualités, tu vois. J'estime que j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, par survie. J'ai fait des mauvais choix par ego, tu vois. J'ai fait des mauvais choix par maladresse, tout comme j'ai fait beaucoup de bonnes choses par amour, tu vois. Et ça, tout ça fait fait de nous une personne entière, tu vois. Donc j'estime que c'est juste ça, c'est l'acceptation de qui nous sommes au plus profond. Tous les jours, je risque ma vie parce que je suis Renoir. Ouais. Tous les jours, hein. On doit taffer 3 fois plus que les autres. Même aujourd'hui? Oui, je pense qu'aujourd'hui, quand même, ouais. On doit travailler 2 fois plus que les autres. Je pense qu'on a aussi ce truc où on doit désapprendre que notre destinée n'est pas forcément liée au sport, à la musique, à l'art, etc. Tu vois, je pense qu'on peut faire plein d'autres choses. On peut être très bien être des avocats, on peut très bien être des docteurs, on peut très bien, tu vois, être, je sais pas moi, des boulangers, tu vois. Genre, on doit pas se limiter. Et je pense que il y a ce truc où on doit quand même faire une introspection sur nous-mêmes. Et aussi, en tant qu'homme noir, on doit aussi apprendre à s'aimer réellement. Tu vois. Je pense que c'est quelque chose de profond. C'est pas quelque chose où tu vas juste dire oui, ouais, je suis Renoir, je suis stylé, je fais du basket, haha, c'est cool, je vais en boîte, les meufs, elles nous kiffent, haha, tu vois ce que je veux dire? Mais d'avoir un amour pur, propre envers soi-même.
Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a fait que tu te dis, moi, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de créer, j'ai envie d'être un artiste. Est-ce que c'est toutes les étapes de ta vie que tu as traversées, bonnes ou mauvaises, ou est-ce que tu penses et tu sens que tu avais ça en toi? Ah oui, j'ai toujours eu ça en moi. Après, ce qui a beaucoup aidé, c'est ma grande sœur et mon grand frère qui écoutaient beaucoup de R&B, de rap, tu vois, quand j'étais plus jeune. Et je pense que c'est quelque chose qui a toujours été en moi, je pense même de précédentes vies. Tu vois, l'écriture, l'amour de l'écriture, le fait de s'exprimer. Et tu vois, même pour refaire le lien avec tout ce on a parlé jusqu'à présent, j'étais très réservé. J'aimais pas du tout parler. Et du coup, mon exutoire, c'était la musique, c'était l'écriture. Tu vois, j'étais en cours, j'avais toujours un cahier, j'écrivais des textes tout le temps. Tu vois, j'étais pas un cancre non plus à l'école, mais c'était pas ce qui m'animait, c'était pas ce qui me faisait vibrer, tu vois. Et du coup, je pense que ça a toujours été en moi et ça sera toujours en moi. À quel moment, du coup, tu me dis que tu es timide, mais tu aimais beaucoup écrire, tu faisais aussi attention, enfin, le regard des autres t'emportait à cette époque-là. Ouais. À quel moment tu te lances et tu te dis, je vais partager ces écritures-là? Je devais avoir 13 ans, c'était au début du cycle. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tu sais quoi, en fait, c'est ça que je veux faire. Je sais que c'est clairement ça que je veux faire. Vraiment, la musique à fond. Et au cycle, j'avais mes petits CD. À l'époque, on gravait nos CD. Je faisais mes petites tracklists, tac, tac. Et puis, je donnais mes CD à l'école. Et après, l'étape qui a suivi, c'était aux événements. J'allais souvent aux événements de danse, à Genève, Lausanne et tout. Et puis, pareil, j'avais des t-shirts 6XL. Je mettais mon blaze. À l'époque, c'était Young Danny. Et je donnais mes CD, jusqu'à ce que je parte au State. Tu vois? Est-ce que déjà, à ce moment-là, le travail de comprendre qui tu étais, de s'en foutre un petit peu de ce que les gens pensaient, était déjà fait ou pas encore? Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment arrivé tardivement. Ça, c'est arrivé, je pense, quand j'avais 28 ans. Et là, ce que je te raconte, c'est quand j'avais 13-15 ans. De 13 à 15 ans, c'est là où j'étais dans ce truc. Mais il y avait toutes ces choses-là qui pesaient indirectement, tu vois, et dont j'arrivais pas à verbaliser. Si tu pouvais parler à ton toi intérieur, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Quand il voit tout le parcours que tu as fait, ce que tu es devenu, les étapes de ta vie qui t'ont forgé, je pense. Oui, clairement. Tu lui dirais quoi? De me faire confiance pleinement et de faire les choses sans les regretter. Sans avoir peur de les regretter, tu vois. Genre vraiment d'aller pleinement, de les faire pleinement, de vivre totalement, et sans se soucier forcément de ce que les gens peuvent penser ou de ce qui peut arriver demain. Parce que demain aussi n'est pas garanti, tu vois. Tu regrettes beaucoup de choses? Non, très peu. Vraiment très peu. Parce que je pense que ce que j'ai vécu, que ce soit dans le bien ou dans le mal, ça m'a permis d'être qui je suis et ça m'a permis de me retrouver, tu vois. Et on travaille de jour en jour pour pouvoir être le mieux possible avec soi, tu vois. Comment on transforme une idée en musique ou en projet? Par l'action, hein. Tu vois, par exemple, les moments que j'ai vécu de ma vie qui étaient assez compliqués, comme mes moments de joie, des fois, je sais pas, par exemple, je peux être là la nuit à la maison, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de partager ça avec les gens. Je peux avoir une mélodie dans la tête, je vais aller chercher une prod, ou par exemple, des fois, je peux être au studio avec mes associés, on travaille quelque chose, et après, c'est très magique, hein, ça se fait très naturellement. Pardon. C'est pas des choses qui se planifient, tu vois. C'est vraiment, j'arrive, une instru, elle me parle, la mélodie m'évoque un souvenir, et bim, je partage directement, tu vois. S'il y avait un message où je te dis, ouais, Danny, que tu souhaites partager à travers ta musique, il serait lequel? Je dirais de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte d'aimer aveuglement. Aveuglement? Ouais. C'est possible ça, d'aimer aveuglement? Bien sûr. Et quand je dis aveuglement, c'est pas en mode tu respectes pas tes limites, etc., etc. Mais c'est de comment dire, c'est d'essayer d'aimer sans devoir contrôler
ce que tu aimes ou la personne qui peut potentiellement t'aimer ou les choses que tu fais et des choses qui peuvent en résulter, tu vois. C'est quoi ta définition de l'amour ou d'aimer? Justement, ça n'a pas de définition. Ça n'a pas de définition. J'ai appris... J'ai désappris la définition que je m'étais faite de l'amour parce que je pense qu'on a tous une définition. C'était quoi la définition que tu t'étais faite de l'amour? Bah, pour moi, l'amour, c'était être loyal, comme moi, je l'entends. C'est quoi ta définition? Il y a beaucoup de définitions Il y a à donner, beaucoup de là, définitions, ouais. Mais c'est pour ça que comme je t'ai dit, genre à 28 ans, j'ai dû désapprendre ça parce que ça mène jamais à quelque chose de sain. Tu vois, pour moi, c'est ça qui amène à quelque chose de toxique. Parce qu'au final, par exemple, hein, dans les relations amoureuses, me dire, OK, moi, je me permets d'aller en boîte quand je veux. Je sais comment je suis. Tu vois? OK, cool. Mais par exemple, tu ne laisses pas ta partenaire aller en boîte. Tu vois? Parce que tu veux pas que potentiellement, il y ait des gars qui rôdent autour d'elle. C'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Mais moi, je voulais contrôler cet aspect-là de la loyauté. Donc, tu vois, c'était... Ça, c'était ta définition à l'époque. À l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais je voulais avoir quand même une main mise sur ma relation. Possessif. Pour moi, c'est de la possessivité, ouais, totalement. Tu vois? Et c'est là où je trouve que ça peut être aussi malsain. Et après, ça a des niveaux. Hein. Là, je te parle vraiment de... Là, par exemple, la loyauté. L'amour, je t'ai dit, par exemple... je pouvais me dire, par exemple, que... si moi, je t'offre un cadeau, pour moi, c'est un acte d'amour. Je peux ne pas te dire je t'aime, mais par les autres actions que je fais, pour moi, c'est te montrer mon amour. Maintenant, tu n'es pas d'accord avec ça? Maintenant, je suis d'accord parce qu'il y a plusieurs langages d'amour. Ok. Tu vois? Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de lire le livre de Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et ça permet, je pense, de mieux connaître son partenaire, mieux connaître les membres de notre famille. Parce que chacun a sa manière de se sentir aimé et de montrer l'amour. Exactement. Et je pense même que chacun montre à l'autre la manière dont il aimerait être aimé. Est-ce que tu peux m'expliquer maintenant, aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi, oula. Jeudi, tu as dit, j'ai dû désapprendre l'idée que je me faisais de l'amour. Oui. Pour moi, maintenant, l'amour n'a pas de définition. Exact. Est-ce que tu peux essayer de me faire comprendre à moi ton idée en disant, pour moi, l'amour n'a pas de définition? Alors, quand je dis que ça n'a pas de définition, c'est que pour moi, l'amour, c'est la vie. Tout ce qu'on fait, c'est par amour. Tout ce qu'on va partager avec les gens, c'est en lien avec l'amour. Tu vois, pour moi, c'est l'essence vraiment de la vie. Donc, c'est pas quelque chose que je définis. C'est quelque chose que tu ressens. Ta musique, tu le fais par amour ou par passion? Clairement par amour. Parce que pour moi, ce qui mène à la passion, c'est l'amour. Tu vois? C'est l'amour de la musique. Mais peut-être est-ce qui mène à l'amour, ça peut pas être la passion? Moi, au début, par exemple, je prends un exemple. C'est vraiment incroyable qu'on puisse discuter comme ça. Je pense que c'est intéressant. Moi, au début de ma carrière, j'ai voulu faire du foot. Ok. Mais j'étais un malade mental de football. J'adorais ça. Jay est là à l'école, il peut te dire. De ouf. Après, on m'a interdit de faire du foot. J'étais l'enfant le plus triste du monde à ce moment-là. J'ai commencé le basket, mais j'aimais pas le basket. Ok. J'aimais pas du tout le basket. Moi, c'était fou. J'allais sur le terrain de basket, je prenais la balle, je commençais à la shooter, à essayer de marquer, etc. Et c'est par la suite que j'ai commencé à aimer le basket. Donc, au début, c'était peut-être même pas une passion, c'était juste qu'on m'avait forcé à le faire. Donc, quelque part, je suis pas opposé, mais j'essaie de comprendre comment est-ce qu'on pourrait arriver au même point. Toi, en me disant que c'est par amour qu'on a de la passion, et moi, en disant que c'est par la passion qu'on a de l'amour. Mais tu viens de le dire, justement. C'est qu'au début, on t'a forcé. Tu n'aimais pas. Et tu as appris à aimer le basket. Après. Par après. Mais la base de ça, c'est que tu as appris à aimer. Aimer, c'est l'amour. Oui. Voilà. Donc, c'est ça qu'en fait. Mais toi, tu me dis, d'abord, tu aimes, et après, ça devient une passion. Moi, ça a été voilà. Moi, j'ai aimé la musique. Ça veut dire la musique, elle a toujours été dans mon foyer. Que ce soit de Michael Jackson, à R. Kelly, à la musique congolaise, etc. La musique a toujours baigné chez moi. Ok ? J'ai toujours aimé la musique. Mais ce qui a fait que j'ai été encore plus passionné, c'est quand j'ai découvert l'écriture. Tu vois, c'est que j'ai aimé un peu plus fortement l'aspect que j'avais juste d'auditeur à l'aspect de celui qui crée.
Tu comprends? Est-ce que tu as d'autres passions? Je ne pense pas. Je sais pas, ou quelque chose que tu kiffes faire, je sais pas, les Alors, habits Alors, ou le basket. j'aime bien les habits. J'adore le basket, mais j'estime pas être passionné comme je suis passionné de musique. Comment on peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est une question comme ça. Comment on peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas? Par exemple, moi, je ne connais pas comment est fabriqué ce rouge, ce labello, Ouais, mais je l'adore parce qu'il me fait du bien. ouais. Avant Bah, que je l'utilise, je ne peux pas savoir si je l'aime ou je l'aime pas. exactement. Est-ce que tu me comprends? Oui, mais je te comprends. Genre, tu vas peut-être. Bah, d'abord, tu vas essayer le produit. Tu vas dire, ah, ok, bah, ça me fait du bien. Genre, en mode, c'est cool. Et peut-être tu vas tester d'autres types de produits, etc., que tu vas encore plus aimer. Et peut-être tu vas. Après, prochaine étape, tu vas peut-être apprendre à savoir quels sont les ingrédients, comment ils ont été fabriqués, etc., etc. Et peut-être que dans ton apprentissage sur les informations que tu vas apprendre, peut-être qu'il y a quelque chose qui va te procurer une sensation qui va faire que tu vas aimer plus, tu vois. Comme ça peut être juste normal, je kiffe, et puis voilà, tu vois. Quels sont les défis auxquels les artistes ici en Suisse sont confrontés les plus marquants, les plus frappants? Je me dis que la musique, comme le basket, c'est le truc du pauvre ici, à part quelques exceptions. Ouais. Ouais, ben, je pense que principalement, c'est le marché, le fait que c'est pas un pays qui met en avant, on va dire, le divertissement. Je pense que ça, c'est le plus gros. En tout cas, je vais parler de la Suisse romande, parce qu'en Suisse alémanique, comme ils ont un lien avec l'Allemagne, j'ai l'impression que ça bouge un peu plus. Mais je pense que c'est vraiment la seule chose qui nous manque. Tu vois? Comment on s'en sort dans ce milieu, du coup au bout d'un moment, il faut payer les factures à la fin du mois, tu vois. Ben, c'est de la survie. Des fois, ça peut être du sacrifice. Des fois, c'est tourner pendant 1 an, 2 ans pour faire rentrer le plus d'argent, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Hein. C'est les scènes, c'est pas les streams ou la vente de disques. Bon, aujourd'hui, les disques, ça se vend plus trop, mais c'est du temps, c'est de l'énergie que tu dois mettre, et tu te coupes, je pense, d'une vie sociale. Hein. Totalement, genre en mode... Quels sont les sacrifices qu'un artiste, comme toi, si tu peux nous parler de ta vision personnelle ou de ce que tu vis, doit faire? Alors, moi, je pense que c'est une question d'équilibre. Je pense pas que je dois tout sacrifier, mais je sais qu'il y a du temps que je dois mettre dedans. Genre beaucoup de temps. Tu vois, donc il faut que je sois, je pense, hyper motivé et que je garde cette motivation. Il faut que je reste créatif. Que dans mes sorties, il faut que je sois constant pour pas qu'on oublie, parce qu'aujourd'hui, on est dans une surconsommation de musique. Ce qui veut dire que des artistes, ils en sortent tous les vendredis, il y a des nouveaux sons, et ça vient de partout dans le monde. On peut t'oublier assez rapidement, tu vois, si tu disparais 3 mois, 4 mois, parce qu'il y a plein d'artistes qui émergent tout le temps, tu vois. Donc, tu as cette pression-là où tu dois rester au top, rester inspiré, je pense, dans la plupart du temps. Et après, pour le côté business et financier, il faut que tu aies des dates, il faut que tu aies des sources de revenus qui viennent d'ailleurs, et des fois même parfois pas de la musique. C'est un manager, je pense, qui gère ça? Alors oui, manager, je pense principalement, c'est celui qui va t'apporter justement des opportunités. Ça peut être un agent de booking pour tout ce qui est des scènes, tu vois. Et après, si tu as une maison de production, pareil, pour tout ce qui est de la création, tu as besoin de ces trois choses, de ces trois entités-là, tu vois, je pense. Quel est le cahier des charges? Parce que là, moi, je ne connais pas ce milieu. C'est exactement pour ça que tu es là, pour qu'on puisse discuter et comprendre comment cela fonctionne. Yes. Maison de production, manager, tout ce que tu as mentionné, quel est le sens à ça? Enfin, on commence par quoi? Moi, je pense la maison de production, tu vois. Donc, c'est tout ce qui va te permettre de créer l'enregistrement, l'écriture, tout ça, la production, ceux qui vont te faire des prods, etc. Après, dans la deuxième étape, je pense que tu as le manager pour tout ce qui est, comme je t'ai dit, des opportunités, celui qui va te vendre auprès des enseignes, des labels, etc., des lieux où tu peux potentiellement performer, les festivals, etc. Tout le côté, par exemple, marketing, qui vont gérer un peu les réseaux sociaux, te dire un peu quoi faire, etc., pour que tu sois un peu tu restes toujours dans comment on appelle, dans la relevance, c'est de l'air du temps, tu vois, par rapport aux tendances. Tu as dit avant, il faut que je reste motivé. Ouais. Est-ce que c'est rester motivé ou c'est de garder la discipline que tu as jusqu'à maintenant? Oui, pour moi, c'est ça. Rester motivé, c'est la discipline. Tu vois, parce que pour être constant, il faut être discipliné.
je pense, selon moi, tu vois. C'est comme dans tout. Quelqu'un qui joue au basket, par exemple, euh, qui s'entraîne pas, je sais pas moi, à un haut niveau, je sais pas, vous vous entraînez quoi, 3-4 fois par semaine, plus Ouais, peut-être enfin, 2 fois par jour. tu vois, 2 fois par jour. Imagine quelqu'un qui prétend vouloir faire des choses dans le basket et qui s'entraîne 2 fois par semaine. C'est pas possible. C'est pas possible. Mhm. Tu vois, et pour moi, la musique, c'est pareil. Il y a des gens, ils ont des coups de chance. Des fois, c'est du networking. Des fois, ça ne demande pas un talent de fou. C'est ça qui est difficile aussi dans la Ah, musique. il faut de la chance. Je pense qu'il y a un petit facteur chance et je pense qu'il y a un plus gros facteur contact. Ok, c'est les Selon moi. contacts qui font tout. Enfin, tout, presque. Presque. Parce que, évidemment, ton Quasiment produit tout. doit être de qualité. Quasiment tout. Parce que il y a beaucoup d'artistes, mais ça reste quand même un milieu très petit. En tout cas, en francophonie. Hein. Tout le monde se connaît d'une manière ou d'une autre. Donc, au final, c'est les contacts. Tu vois? Et ces contacts-là, on peut pas aller les chercher? Tu peux aller les chercher, mais si on ne te connaît pas ou si il n'y a pas un intérêt à prendre sur toi, Ça va rien te donner. ça mène à rien, tu vois. Parce que c'est vraiment un milieu où on cherche beaucoup le profit. Tu vois, vu qu'il y a une surconsommation de machin, c'est qu'est-ce que toi tu peux apporter aux autres avant qu'ils se disent qu'est-ce que eux ils peuvent t'apporter à toi. C'est pour ça que c'est très dur pour un artiste de pouvoir dissocier les deux et de trouver l'équilibre sur ce que tu veux réellement être en tant qu'artiste, tu vois. Tu as ceux qui veulent à tout prix percer et quitte à léguer que ce soit les masters, donc les œuvres, tu vois, les droits sur les œuvres, etc. Et tu as ceux qui préfèrent se battre pour justement posséder ça, etc. Mais le parcours, il est beaucoup plus long. Tu vois, parce que tu ne lègues pas tes choses, donc forcément, il n'y a pas d'intérêt pour qu'on vienne justement Quel est le moyen de se faire le plus d'argent dans ce milieu-là? d'avoir des revenus hors musique, je pense. Hein. Hors musique, Ouais. c'est-à-dire? Merchandising, je sais pas, moi je pense le fait de défiler, faire des films, tu sais, d'avoir un peu des trucs qui sont vraiment hors la création de musique et la vente de musique. Donc le streaming, la vente, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Non. La scène, 1 million de streams, et il faut les faire 1 million. Je veux dire, à notre échelle, ça revient à 4 000 francs. À Par peu mois. près. Non, à 4 000 francs si tu as 1 Une million de fois. streams sur un son. ok. Et si ce son-là, il fait 2 millions, enfin le mois d'après, il a 2 millions, tu retouches 4 000 francs? Ouais, et en fait, c'est pas 4 000 francs par mois parce que c'est sectionné dépendamment de sur quel label ou quel agrégateur, c'est le distributeur en gros, digital, tu es signé. Ça peut être tous les 3 mois, voire tous les 6 mois, tu as ta paye. Donc c'est pour ça que les gens, ils sortent des albums. Généralement, ils ont des tournées. C'est pour pouvoir rentabiliser directement. Et l'argent de l'album, L'argent va après. retomber plus tard. Tu vois? Tu te vois où dans 5 ans? Franchement, je sais pas parce que je me planifie pas aussi loin dans le sens où j'essaie d'être le moins possible dans l'avenir. Par contre, je sais que je serai dans la musique d'une manière ou d'une autre, que ce soit artiste, que ce soit producteur, que ce soit, je sais pas moi, peut-être directeur artistique, parce que c'est quelque chose qui m'anime et je sais que je me limite pas à être seulement artiste. Et surtout, je me vois dans 5 ans un des hommes les plus heureux du monde, avec ce que j'ai. Tu l'es pas actuellement? Si, je le suis. J'ai appris à être heureux. Avant, je me permettais pas d'être heureux. C'est fou quand même, tu vois. Tu te permettais pas d'être heureux. Ouais. Pourquoi? Parce que je me disais que pour être heureux, il fallait que j'ai ça. Il fallait que j'ai une famille. Il fallait que j'ai de l'argent à être totalement à l'aise. Il fallait que, peut-être dans la musique, j'ai réellement percé, etc., etc., tu vois. En fait, je me mettais des conditions pour pouvoir être heureux. Mais plus tu avances, et surtout quand tu traverses des choses, plus tu vois que tu te tues à petit feu, tu vois. Tandis que là, aujourd'hui, je me rends compte que les choses les plus simples, c'est ce qui me procure le plus de bonheur, tu vois. Le fait d'être là et d'échanger, tu vois, par rapport à ma musique et de pouvoir parler ouvertement, c'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire, qui peuvent le faire, tu vois. Ils ont peur? Ils peuvent avoir Ou ils peur. ont pas La force de pouvoir la force, échanger. le courage? Totalement. Une personne que tu voudrais voir assise à discuter avec moi, ici, ça serait qui? Alors, une personne qui est ici en face de moi, notre cher ami Jérémy Landenberg, parce que je trouve que son histoire, elle est quand même intéressante et que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire.
au-delà de la personne, la belle personne qu'il est, tu vois. Après, je dirais des designers suisses, des hommes noirs. Designer, c'est en des rapport créateurs avec de vêtements, de etc. vêtements, ok. Je pense à Shekina et Kevin Simba qui ont leur marque Pomodoro et Simple is Better. Ça c'est Genève? C'est Genève. Ok. Ouais. Et qui proposent des produits de vraiment de très bonne qualité. Et puis sinon, je dirais un très bon ami à moi qui est photographe et qui est en train de faire son buzz de fou en ce moment, c'est Mike Niembo et qui est Eye Attraction. Ok, bah toutes ces personnes, bah Jay il est là. Jay, tu sais très bien, c'est quand tu veux. Hein. Big Jay. Il faut juste qu'on s'assoie et puis on le fasse. De ouf. Parce on avait essayé une fois et puis, mais bon, c'était pas le même. Enfin, le studio n'était pas comme ça. Ouais, je vois. Donc c'est vraiment avec plaisir. J'ai même pas besoin de l'inviter. Lui, il fait partie de C'est la maison. Fort. Donc on a juste à fixer une date et ça sera fait vraiment avec plaisir. Ensuite, les personnes que tu as mentionnées, comme je dis tout le temps, il y a juste à m'envoyer leur contact, comme je l'ai fait avec toi, même si on se suivait sur les réseaux, oui, etc. Je vais les contacter. Tu sais très bien, comme tu l'as dit au début, que des fois c'est compliqué. Ouais. Les gens ne sont pas très partants des fois à venir s'asseoir là et discuter de la manière qu'on l'a fait, parce que évidemment quand les caméras sont éteintes, c'est quelque chose, mais quand elles sont allumées, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Donc c'est vraiment avec plaisir que je crois que j'ai vu le photographe, j'ai vu passer des choses incroyables par rapport à lui. Ouais, ça serait vraiment avec plaisir de comprendre ce milieu-là, de comprendre comment c'est fait, et puis les autres personnes aussi. Ouais. Danny, l'artiste, l'homme, le fils, l'être humain qui partage son histoire ici avec moi. Si tu avais un message à faire passer, si tu avais un mot à dire à toutes les personnes qui vont voir le podcast, toutes les personnes qui te suivent, toutes les personnes qui me suivent, les jeunes d'aujourd'hui, parce que je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de passer un message aux jeunes. Il serait quoi ce message? Débarrassez-vous de vos peurs. Évitez de vous mettre trop de pression par rapport à ce que la norme veut que vous fassiez ou que vous soyez. Et surtout, kiffez la vie au jour le jour. Vivez pleinement et faites ce que vous aimez. Surtout ça. C'est pas... J'ai encore une question. C'est pas dangereux de vivre au jour le jour? Non, pourquoi? Parce que pour moi, ça, c'est une croyance limitante de se dire c'est dangereux. Si tu te répètes que c'est dangereux tous les jours, bah, tu vas... Pour moi, je crois fermement aux énergies, tu vas t'attirer ça. Tandis que si tu apprécies chaque journée et tu profites de chaque étape, chaque petit pas de ta journée, pour moi, je pars du principe qu'il ne pourrait rien t'arriver de mauvais demain. Tu repars sur le même état d'esprit, tu fais le maximum et tout se passera absolument bien. Si demain, tu devais partir, je vais essayer de formuler la question de manière compréhensible. Ouais. Si demain, tu devais partir et plus revenir, tu serais heureux, content, fier de ce que tu as réussi jusqu'à aujourd'hui? Oui, tellement. Ça veut dire que, comme je te disais avant, pour moi, j'avais ce truc où je me disais qu'il fallait que j'atteigne genre certaines choses pour pouvoir être heureux, tu vois. Mais quand je fais le point sur ce que je fais, et je pense que tu seras d'accord, tu as des gens, ils n'ont pas le courage d'aller au bout de leurs idées. Tu as des gens, ils n'ont pas le courage de dire vraiment ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, tu vois. Et moi, Dieu merci, j'ai la capacité et j'ai la force de pouvoir le faire, j'ai la force de pouvoir partager mon expérience sans honte, peu importe qu'on me juge, peu importe qu'on me dise « Ah, c'est bizarre, ah oui, mais non. » Je m'en fous, je suis totalement détaché de ça. Parce qu'au final, j'ai vécu, j'ai expérimenté à fond. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai grandi de toutes ces expériences-là. C'est la vie, mec. La vie, elle n'est pas si dure que ça. Quand tu prends les choses de manière simple, elle n'est pas dure. Et c'est kiffant de ouf. Tu vois? Je pense que c'est nous qui nous la rendons difficile. Absolument. Mais c'est clairement que nous. C'est nous, c'est le mental, c'est les trucs qu'on se met tous les jours. Parce que, encore une fois, c'est tout con, mais tu vas sur Instagram, tout le monde est réussi. Tout le monde est absolument... Tout le monde est gourou. Tout le monde est... Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Personne n'est normal. Genre, personne n'est... C'est genre en mode, maintenant, tu fais un truc qui demande une force quand même surnaturelle, le fait de parler des traumas, des machins. Genre,
T'es normal. T'es absolument normal. Aujourd'hui, tout le monde doit être millionnaire. Tout le monde doit avoir des maisons là-bas. Tout le monde doit avoir la femme la plus incroyable. Tout le monde doit rouler dans des bêtes de gamos. Tout le monde doit avoir les dernières sapes. C'est vraiment ça le bonheur? Est-ce que ces gens-là, si tu leur poses la question en off, sans caméra, toi-même Est-ce tu que l'as tu es dit, heureux? est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ou est-ce que tu le fais par contrainte? Toute la différence, elle est là. Ou pour plaire aux autres? Pour plaire aux autres. Ça revient encore au fait de le regard des autres, à quel point ça pèse sur les gens. C'est réel. Mais personne n'en parle. Évidemment que non. Ça pose problème. Bah oui. Les gens n'ont pas le courage, justement, de parler de ce genre de choses. Exactement. On voit quand les caméras sont allumées, on voit une facette qui est derrière cette caméra-là, ou quand les caméras sont éteintes, n'est pas forcément aussi belle, n'est pas forcément aussi claire, aussi honnête. Non, enfin bon. Danny, je pense que ça fait, je sais pas, 45 minutes, quelque chose comme ça, facile, qu'on a commencé à tourner. Yes. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé avec moi ton histoire, de t'avoir ouvert, d'avoir partagé des choses qui sont très personnelles. Et vraiment, c'était un plaisir pour moi de connaître ce milieu-là, de connaître, même si on n'a pas vraiment parlé beaucoup de musique, comme je l'ai dit au début, mais voilà, je pense que tu étais vraiment assez connu. Les gens te connaissent pour ta musique avant tout, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir la personne qui était derrière l'artiste. Merci beaucoup. Et quant à vous, je vous dis, voilà, c'était un nouvel épisode. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, ça nous aide à grandir. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Là.